Au printemps 2022, une équipe archéologique internationale, dirigée par le docteur Kathleen Martinez et composée d'elle-même, a fouillé un passage souterrain rempli de sable près du temple de Taposiri Mania, à 32 km à l'ouest d'Alexandrie, lieu énigmatique d'Égypte. À l'insu de tous, l'inspection fortuite d'une petite fissure à la base nord du temple, lors d'un chantier de consolidation, allait faire sensation dans le monde entier. Au cours de la deuxième semaine de fouilles, un échosondeur peu commun a détecté un espace vide, à peu près aussi grand qu'une voiture, dissimulé sous les pierres anciennes. Toute l'équipe s'est rassemblée à un endroit anormal, d'après d'anciens plans, où l'on ne s'attendait à rien trouver. Dès l'aube, les archéologues ont manipulé les débris, centimètre par centimètre, avec le plus grand soin. Au bout de 3 jours, ils ont découvert une surface calcaire plane. Une autre journée a été consacrée à enlever la terre et la poussière, révélant une porte méticuleusement conçue à l'intérieur du monolithe. Dépourvue de charnière ni de poignée, elle présentait des contours flous et des symboles complexes sur son pourtour. Ce sont ces symboles qui ont initialement suscité la surprise, car ils semblaient inclure des lettres grecques aux côtés de hiéroglyphes égyptiens traditionnels. Dans un cercle, un profil féminin au nez fin et au front haut apparaissait, rappelant les motifs des pièces de monnaie de l'époque de Cléopâtre VII. Tandis que certains membres de l'équipe nettoyaient le plâtre près de la porte, d'autres capturaient méticuleusement chaque aspect de la découverte avec des appareils photo et des tablettes. En quelques heures, les premières images circulaient dans les conversations des groupes d'érudits. Cette nuit-là, un appel retentit dans le camp, ordonnant l'arrêt de toutes les opérations jusqu'à l'arrivée des experts du ministère égyptien des Antiquités. Les 2 jours suivants furent les plus éprouvants de toute l'histoire de l'expédition. La sécurité maintenait une surveillance constante sur le site de fouilles, et la découverte était dissimulée sous d'épaisses bâches. Lorsque les délégués du ministère arrivèrent enfin, ils furent stupéfaits par ce qu'ils virent. La porte était en effet une section du mur habilement camouflée, absente des plans précédents du temple. Son dégagement nécessita l'intervention d'experts en micro-explosifs. Il était strictement interdit de percer ou de briser les anciennes sculptures, même d'1 millimètre. Après 3 heures de travail minutieux, la porte s'ouvrit mystérieusement et s'écarta légèrement du mur. Derrière elle se trouvait un passage étroit et sombre creusé dans la pierre du temple. Les 2 archéologues les plus expérimentés, armés d'appareils photo miniatures et de lampes de poche, ouvrirent l'ouverture. Le couloir étroit derrière la porte était si étroit qu'un adulte ne pouvait y progresser que latéralement. Le sol sous ses pieds était recouvert d'argile ancienne, tandis que les murs arboraient des fresques peintes de pigments égyptiens et grecs. Au bout de 15 minutes, à plus de 4,5 mètres de profondeur, le passage s'interrompit brusquement, révélant une pièce carrée cachée, qui avait échappé à tous les explorateurs précédents. Le choc principal résidait dans ce qui l'attendait. Dans la pièce, des fragments de panneaux dorés jonchaient le sol, tandis qu'un sarcophage bas, dont le couvercle était orné de symboles égypto-grecs, se dressait contre des murs lointains. Toutes les caméras étaient braquées sur ce sarcophage tandis que les téléphones sonnaient frénétiquement pour joindre musées et universités du monde entier. C'est alors qu'une pièce secrète émergea de derrière le masque de calcaire, déclenchant la plus palpitante exploration archéologique de ces dernières années. Cependant, les plus grands mystères ne se cachaient pas au-delà de l'entrée, mais à l'intérieur même de la pièce, qui se révélait être bien plus qu'un simple segment de temple, c'était un sanctuaire méticuleusement camouflé, capable de réécrire la fin de l'histoire de la dernière reine d'Égypte. L'équipe attendait avec impatience de dévoiler les secrets que recelaient les murs de l'ancien sarcophage en pierre. En entrant dans la pièce, les archéologues remarquèrent son état intact, une anomalie en Égypte où les tombes sont souvent pillées depuis des millénaires. Celle-ci semblait intacte depuis son scellement. L'humidité et une subtile odeur d'huile emplissaient la chambre funéraire humide, projetant des ombres que des lampes de poche révélèrent être de grandes dalles de pierre tapissant les murs. Le sarcophage, luisant, dominait la scène, comme si le temps s'était arrêté dans cette petite pièce, attendant un nouveau visiteur. Les étapes préliminaires impliquaient une photographie et un scan minutieux de chaque centimètre carré. Chacun voulait capturer le moindre détail. Près du bord du sarcophage gisaient les vestiges d'un cercueil en bois maintenu par des clous dorés. Le couvercle du sarcophage portait des symboles grecs et des représentations complexes de serpents d'argent. Après des années sans ouverture, les archéologues ont délicatement dépoussiéré le couvercle. À l'intérieur, ils ont découvert les os d'une minuscule main et des branches de laurier fanées. Près du cercueil, dissimulé contre le mur, se trouvait un fragment de pétale de lotus doré, enveloppé de tissu. Après examen, les archéologues ont remarqué un aspect inhabituel pour les sites funéraires égyptiens, le couvercle n'était pas fixé avec des épingles classiques, mais avec des coins en bronze bien ajustés.
Le mastic du bord présentait un mélange rare d'encens et de résine précieux. Afin de préserver les sculptures délicates, les experts ont utilisé des microlames lors de l'extraction, qui a duré près de 4 heures. Tandis que le dernier coin était retiré avec précaution, l'équipe a retenu son souffle. Le couvercle bougea, dévoilant le contenu du cercueil. À l'intérieur reposait le squelette d'une femme d'âge mûr, en partie préservé grâce à un micro-environnement sec unique. Ses bras et ses chevilles étaient ornés de fins bracelets d'or martelés à plat, dont le décor correspondait parfaitement aux bijoux de l'époque ptolémaïque. Les mains de la femme affichaient une pose rituelle complexe, jamais observée auparavant dans les sépultures égyptiennes hellénistiques. Un profil flou de la même femme, au long nez, était visible sur la paroi intérieure du cercueil, sous une couche d'albâtre. Non loin, au pied de la tombe, reposait un masque miniature en or, finement sculpté, orné de détails faciaux. Le front du masque portait un cabochon en verre bleu et un cobra gravé. L'attention de l'archéologue fut attirée par une minuscule boîte à os dissimulée sous le bord du cercueil. À l'intérieur, ils découvrirent des tessons d'os d'enfants enveloppés dans du tissu, un miroir miniature et de nombreuses fioles minuscules. Certaines contenaient des résidus d'huile parfumée, tandis que d'autres contenaient des substances poudreuses de composition inconnue. L'appareil indiquait des traces d'or et de minéraux rares dans la poussière recouvrant les parois du cercueil. Au fond, juste au niveau du sol, se trouvait un autre artefact énigmatique composé de cendres particulières, recouvert d'une plaque. 3 lettres grecques et un symbole complexe ressemblant à un scorpion y avaient été peints à la hâte avec de la peinture d'albâtre. En soulevant la plaque avec précaution, des vertèbres et des dents humaines en tombèrent, indiquant que l'enfant avait 8 ou 9 ans. À proximité se trouvait une amulette en bronze représentant Isis et plusieurs perles d'or. Il est remarquable que tous les artefacts de la chambre pointent dans la même direction, vers le delta du Nil, conformément aux coutumes funéraires de l'aristocratie gréco-égyptienne, mais s'écartant des structures funéraires royales connues. Une autre découverte a été faite près du sarcophage principal, un fragment de papyrus carbonisé reposait dans une niche isolée au sol. Les archéologues ont minutieusement rassemblé ces fragments pendant plusieurs heures et, après examen, ils ont pu discerner de multiples lignes entremêlant des caractères égyptiens et grecs, le nom de Cléopâtre étant bien visible à la manière hellénistique. Des vestiges d'anciens feux cérémoniels et des taches de résine étaient visibles sur le sol et les murs, suggérant un rituel funéraire sophistiqué. L'objectif suivant de la mission est devenu évident, déterminer à qui appartenaient ces ossements et démêler leur lien avec Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Dans l'air flottait non seulement l'arôme d'un encens millénaire, mais aussi le sentiment que des découvertes encore plus grandes se profilaient à l'horizon ou des découvertes qui pourraient réécrire le récit de la quête du tombeau de Cléopâtre. La pièce laissa une profonde empreinte grâce à des artefacts rarement vus dans les temples égyptiens antiques. Dès l'ouverture du sarcophage, les archéologues aperçurent une lueur dorée dans un coin de la pièce. Là, nichée dans une niche soigneusement sculptée sur le mur, se trouvait une boîte ornée de reliefs et de filigranes complexes. La boîte était ornée d'émaux représentant de minuscules visages féminins. L'un d'eux se distinguait par son profil distinct, son front haut et son nez familier. En comparant les images de la boîte avec les célèbres pièces de monnaie de la dernière reine d'Égypte, les chercheurs remarquèrent une similitude frappante. Des perles d'or formaient un demi-cercle le long du bord supérieur du coffret, finement ouvragé comme sur un tour de bijoutier contemporain. À l'intérieur, nichées dans la poussière des siècles passés, se trouvait une douzaine d'amulettes miniatures en or et en verre. Chaque amulette portait des gravures ou des gravures du nom de Cléopâtre en grec, avec le symbole égyptien de protection et de pouvoir, l'ouadjet, gravé au revers. Non loin. De là, un grand vase en or reposait sur un piédestal en pierre. Son col était orné d'un serpent doré, tandis qu'un relief ovale sur le côté représentait une figure féminine coiffée d'une couronne portant un cobra. Aucun archéologue n'avait jamais rencontré un tel vase dans une tombe. À l'ouverture, il contenait de la résine aromatique séchée, imprégnée de paillettes scintillantes de lapis-lazuli et de mica. À sa base reposait un petit lingot d'or ressemblant à un parchemin déroulé. Une fois de plus, le nom de Cléopâtre était inscrit en 2 écritures distinctes sur le sarcophage. Au revers, dissimulé sous un amas de petits tessons, ils ont exhumé une amulette en verre dépoli, représentant une tête de femme. L'inscription « Divine Cléopâtre » était lisible en grec ancien sur l'anneau qui entourait sa tête. De l'or ornait le cou et les lèvres, tandis que de minuscules turquoises composaient les yeux. Pesant à peine une quinzaine d'onces, cette amulette était considérée comme le summum de l'art égyptien hellénistique. Derrière l'amulette, les archéologues ont découvert une bague en bronze itma caractéristique, ornée d'un motif de bateau. L'intérieur de la bague portait un portrait miniature bien conservé,
sculptés dans des couches de jade blanc, représentant une femme avec une coiffure et des bijoux identiques à ceux représentés sur les pièces d'argent de Cléopâtre. La bague était miniature, s'adaptant parfaitement aux doigts délicats d'une femme, ou peut-être destinée à un collier. Une collection d'objets, saupoudrés et enduits de cendre, était dispersée dans la pièce. Parmi eux se trouvait un médaillon rare en verre bleu, cerclé d'or. Le médaillon représentait distinctement une femme, tenant un papyrus dans une main et une figurine du dieu Horus dans l'autre. Au revers, une gravure représentait une femme vêtue d'une longue robe, assise sur un trône, un petit lion à ses pieds ou une scène inédite dans les médaillons égyptiens hellénistiques connus. Une autre découverte fut une épingle à cheveux en or ornée d'un serpent, symbole d'immortalité et de protection. La partie supérieure de l'épingle portait une incrustation de verre bleu gravé de textes grecs, que les érudits identifièrent comme des épithètes communément associées à Cléopâtre. Dans un petit récipient en agate rouge, les archéologues ont mis au jour un seau en argile arborant une image peu commune. Les gravures représentent une femme coiffée d'un diadème royal, tenant un double sceptre, la déesse Isis debout à ses côtés, les ailes déployées. De tels visuels étaient réservés aux membres les plus éminents de la dynastie ptolémaïque. Parmi l'or et les pierres précieuses, on trouvait également des objets moins ostentatoires, comme un stylet en bois gainé d'or et un petit miroir portant l'inscription en grec du message éternel de Cléopâtre. Un fin plat d'argent, près du mur et du sol, portait en relief un aigle bicéphale, symbole du monde hellénistique à la croisée des royaumes. Les objets découverts étaient remarquables non seulement par la richesse de leur savoir-faire, mais aussi par leur fusion unique d'éléments culturels. Des motifs égyptiens associés à des emblèmes grecs ornaient chaque artefact, gravé soit du nom de Cléopâtre, soit de titres officiels. La richesse des objets de luxe découverts dans une seule chambre a conduit l'équipe de fouilles à conclure que la femme enterrée jouissait d'un statut social exceptionnellement élevé. Une dernière étape était nécessaire avant de parvenir à une conclusion définitive, déchiffrer les gravures pour percer le mystère du texte grec découvert dans une tombe égyptienne, qui semblait lié au destin de Cléopâtre. Enfoui sous des couches d'or, d'ossements et d'amulettes, un autre secret était caché, contredisant toutes les connaissances conventionnelles sur l'histoire de l'Égypte antique. Ce secret fut la clé qui embarrassa les chercheurs du monde entier pendant des années. Et c'est ce même secret qui servit de code, une énigme qui continue de les intriguer. Concentrée dans un premier temps sur leur découverte, l'équipe a rapidement repéré une bande de papyrus carbonisés coincés entre le sol et la base en pierre du sarcophage. En la dépliant méticuleusement à la loupe, les archéologues ont remarqué des lignes fines gravées dessus. La partie supérieure était gravée de grandes lettres grecques, mais le texte en dessous devenait de plus en plus complexe. Certains caractères semblaient intentionnellement déformés, et parmi eux se trouvaient des hiéroglyphes égyptiens, discernables uniquement par les érudits de l'époque hellénistique. La ligne supérieure affichait lisiblement le nom de Cléopâtre, accompagné de titres exclusivement utilisés par la dernière reine d'Égypte. En dessous se trouvait un fragment énigmatique composé de 3 symboles grecs inconnus, absents de toute trace de chiffrement historique. Tandis que certains membres documentaient et déchiffraient le papyrus, d'autres tombaient sur une autre énigme. Le dessous du couvercle du sarcophage était abondamment orné de gravures, principalement en grec ancien, mais contenant également des messages énigmatiques qui semblaient codés. Les caractères portaient de petits points en guise de chiffres et affichaient des symboles semblables à des lotus et des scorpions entre les mots. Au départ, un seul passage s'est avéré facilement lisible, ici repose la reine, fille des dieux. Cependant, un examen plus approfondi a révélé un texte dont les mots étaient ponctués de chiffres et de terminaisons disposées de manière inhabituelle pour l'orthographie classique. Le lendemain, une analyse minutieuse a été effectuée. Chaque ligne a été recopiée manuellement et des photographies de la découverte ont été rapidement envoyées à d'éminentes universités d'Europe et d'Amérique. Les réponses ont été rapides. Personne n'avait jamais rencontré une telle fusion de symboles et de chiffres. Même les déchiffreurs chevronnés des textes grecs ptolémaïques ont eu du mal à résoudre cette énigme. Dans certains textes, des lettres étaient repositionnées à l'intérieur des mots, tandis que des symboles dissimulés révélaient potentiellement des noms et des indices cruciaux sur l'identité de la défunte. Un élève de Thessalonique identifia un code spécifique couramment utilisé dans les textes religieux alexandrins, mais ne parvint pas à saisir la logique derrière l'interchangeabilité des lettres et des chiffres. Au fil de l'examen du papyrus, de nouvelles découvertes apparurent. Sur le mur du fond de la pièce, juste derrière la niche contenant l'objet en or, une ancienne bande de plâtre fut mise au jour. Après une restauration minutieuse, une fine dalle de marbre fut dévoilée en dessous, affichant un fragment d'inscription grecque colorée au pigment minéral. Le texte ne comprenait que 6 mots, mais leur disposition s'écartait des structures standards. Le secret est illuminé par la lumière de 2 divinités.
Les dernières lettres, stylisées en scorpion et lotus, étaient absentes des inscriptions grecques classiques. Le groupe passa presque une journée entière à scruter les gravures du sarcophage, ainsi que des fragments de papyrus découverts. Les auteurs du texte avaient volontairement mélangé la séquence de mots et de lettres, et ces phrases dissimulaient au moins 2 niveaux de codage. Lettres et chiffres étaient interchangeables. Sous une couche d'encre délavée, sur l'une des lignes inférieures du papyrus, un autre indice apparut, « Trouvez l'âme dans le temple, près du soleil ». L'équipe pensait pouvoir localiser le tombeau. À proximité, l'écriture grecque indiquait « apothéose », un terme souvent associé au rituel de déification des monarques hellénistiques. À la tombée de la nuit, l'exploration se heurta à une autre énigme. Au cœur même de la pièce, sous une fine couche d'albâtre, un second court texte était caché, inscrit sur une plaque plate. Les mots entouraient une figure noire ressemblant au portrait de Cléopâtre, retrouvé dans un complexe funéraire égyptien. Plusieurs lettres étaient inversées, nécessitant la séparation des syllabes pour déchiffrer « immortel » dans la maison d'Isis. Curieusement, il s'agissait de la première découverte d'un réseau de références aussi complexe dans des inscriptions égyptiennes. Une partie du texte ne pouvait être lue que sous un angle de lumière spécifique. Pour déchiffrer le code, les archéologues ont exposé à la lumière un vieux sceau en or provenant d'une boîte d'amulettes. Le côté du sceau portait une série gravée de 9 lettres grecques et de 2 symboles égyptiens. Comparé à une ligne du papyrus, le texte du sceau montrait qu'une lettre sur 2 était répétée, tandis que les symboles représentaient des syllabes manquantes. La technique de cryptage par échiquier, propre aux communications secrètes des Ptolémées, était au cœur de l'étude. À l'aube du 3e jour, les chercheurs parvinrent à un consensus. Immédiatement, une équipe internationale fut chargée de déchiffrer le contenu du papyrus, les inscriptions murales et les gravures. Pendant plusieurs semaines, cryptographes, historiens hellénistiques et épigraphistes se relayèrent pour tenter de percer le mystère. Certaines phrases étaient traduisibles. La fille de Julia est avec le soleil, le trône est caché aux adversaires. Souvenir éternel dans la maison de Mania. Sur un fragment, sous grossissement, le nom de Ptolémée devint visible, écrit au féminin grec, confirmant que Cléopâtre était la fille du pharaon et une descendante d'Alexandre le Grand. Cette fois-ci, alors que les érudits se disputaient l'authenticité et la signification des inscriptions du temple, le ministre égyptien des Antiquités imposa des mesures de sécurité strictes pour le site. Simultanément, Internet fourmillait de nombreuses interprétations concernant le texte déchiffré. Certains suggéraient qu'il s'agissait d'un sort rituel, tandis que d'autres soutenaient qu'il décrivait une procédure visant à dissimuler le pouvoir royal. Cependant, personne ne parvenait à expliquer de manière satisfaisante la complexité des inscriptions ni l'emploi simultané de plusieurs alphabets et couches de cryptage. L'énigme persistait, qui était l'auteur de ce chiffrement et à qui étaient destinés ces messages secrets? En fin de compte, le déchiffrement de ces textes pourrait non seulement ajouter un nouveau nom aux annales des grandes femmes de l'Antiquité, mais aussi offrir de précieux éclairages sur les véritables raisons et circonstances de la chute de la dernière reine d'Égypte. L'équipe s'est ensuite attaquée à la phase préliminaire de l'examen, en mettant en valeur les reliques à l'aide de techniques scientifiques qui, jusqu'à récemment, auraient pu paraître de la science-fiction aux yeux des archéologues chevronnés. Une fois l'excitation suscitée par les découvertes initiales stupéfiantes retombée, des équipes de laboratoires d'Europe, d'Amérique du Nord et du Moyen-Orient ont commencé à travailler sur ce qui pourrait bien être l'évaluation la plus révolutionnaire de l'histoire de l'égyptologie. 3 jours après l'ouverture du sarcophage, des experts ont transféré des échantillons d'os et de cheveux vers un laboratoire mobile installé près des murs de Taposiri Mania. Les biologistes ont d'abord été émerveillés par le niveau de conservation exceptionnel des restes. Les fragments de crâne, les dents et le fémur étaient à peine affectés par le passage du temps. L'épaisse résine recouvrant les os a été grattée à l'aide de microscalpels. Une découverte surprenante a été faite dans cette couche d'encens, agissant comme agent de conservation. Elle contenait des microparticules d'un matériau délicat, rarement observé, généralement absente de découvertes archéologiques similaires. Des experts de Londres et d'Athènes sont arrivés simultanément. Ils ont prélevé de petits échantillons pour des analyses simultanées afin de minimiser les erreurs potentielles. Dès la première semaine, le laboratoire de microscopie de Florence a confirmé que l'ADN déchiffré provenait d'une femme décédée vers 40 à 45 ans, présentant des traits sémitiques distincts avec de subtiles caractéristiques méditerranéennes. La couleur de ses yeux, identifiée par des indicateurs de pigmentation, était brun olive, tandis que ses cheveux présentaient des traces de pigments noirs naturels avec parfois des nuances châtains. Ce processus ardu a nécessité l'examen de l'ADN mitochondrial, non seulement pour déterminer précisément le sexe et l'âge,
mais aussi pour établir des liens entre les ossements exhumés et des membres reconnus de la dynastie ptolémaïque. Dès la deuxième semaine, les laboratoires de Cambridge et d'Alexandrie avaient comparé les haplotypes nouvellement découverts avec l'ADN de momies conservées dans les musées de Londres, du Caire et de Berlin. Les correspondances des marqueurs mitochondriaux avec les restes connus de femmes de la lignée royale hellénistique dépassaient 80%. Notamment, une double mutation, jusqu'alors observée uniquement chez 2 femmes ayant servi à la cour d'Alexandre le Grand et portant le nom de Ptolémée dans les registres officiels, a retenu leur attention. Des examens ultérieurs ont révélé une combinaison génétique exceptionnellement rare, typique des femmes de l'aristocratie gréco-macédonienne de l'Égypte hellénistique. Les généticiens ont rapidement conclu que la similarité entre la femme découverte et la momie que l'on croit être Cléopâtre III dépassait 90% sur la base des marqueurs primaires. Les motifs de concordance des marqueurs liés à la structure du crâne et à la forme du nez correspondaient parfaitement aux représentations de Cléopâtre sur les pièces de monnaie et les statues, avec son menton allongé, son front haut et sa courbe nasale caractéristique. Pour valider ces résultats, des tests ADN ont été effectués sur les restes d'un enfant découvert dans un caveau secret. Les marqueurs génétiques le long de la lignée maternelle correspondaient parfaitement, confirmant que l'enfant était bien un descendant de la sépulture principale. La découverte d'un troisième squelette, partiellement préservé, indiquait une ascendance méditerranéenne et moyen-orientale grâce à son haplotype, typique des unions entre nobles hellénistiques et égyptiennes. Dans de telles conditions, l'extraction d'ADN n'est possible que dans des conditions stériles. C'est pourquoi les spécialistes du laboratoire suisse ont manipulé les échantillons sur place, sous des tentes étanches, afin de garantir leur stérilité. Des images vidéo ont documenté chaque étape, tandis que des ultrasons ont traité tous les artefacts. Lors de la publication des données préliminaires de reconstruction génétique, 4 équipes distinctes sont parvenues à la même conclusion. Les restes, situés sous une dalle d'albâtre dans le temple de Taposiri Mania, appartenaient à une femme de la dynastie ptolémaïque dont les haplotypes reflétaient ceux des descendants connus de Cléopâtre VII. La principale vérification a résulté d'une comparaison détaillée des dents et des cheveux. L'analyse isotopique a révélé que la femme enterrée a vécu principalement dans le nord-ouest de l'Égypte et près d'Alexandrie pendant la majeure partie de sa vie. Des traces de tétracycline et de micro-éléments trouvés dans les mailles dentaires correspondaient au régime alimentaire de l'élite hellénistique. Grâce à ces informations, la Commission internationale a inscrit les restes de Taposiri Mania au registre des reliques des anciens monarques pour la première fois historiquement. Lorsque les chercheurs ont dévoilé leur découverte, les médias internationaux ont fait la une des journaux annonçant la découverte de descendants directs de la reine gréco-égyptienne. En quête de confirmation, les scientifiques ont tenu une conférence de presse sur le site de fouilles, présentant des images d'haplotypes afin de vérifier que le patrimoine génétique des ossements découverts correspondait à des mutations uniques de la dynastie ptolémaïque hellénistique et concordait avec les données des momies précédemment découvertes à Alexandrie et à Memphis. Suite à cette révélation, le ministère égyptien des Antiquités a fermé l'accès au temple au public et des échantillons d'ADN ont été conservés aux archives nationales du Caire. Malgré la nécessité d'une confirmation officielle par des inscriptions, la communauté scientifique n'avait désormais plus aucun doute sur l'appartenance des vestiges génétiques mis au jour à Cléopâtre, la dernière reine de la dynastie ptolémaïque. Le triomphe archéologique suscita débats et intrigues, les sceptiques réclamant des investigations plus poussées et les fervents admirateurs envisageant de dévoiler d'autres énigmes concernant la femme la plus éminente du monde antique. Dès lors, tout l'intérêt se concentra sur le temple de Taposiri Mania et ses énigmes persistantes enfermées dans ses murs de pierre. Une fois la nouvelle de la découverte diffusée au-delà du campement archéologique, la controverse passa des arches du temple antique à l'arène internationale des revues et laboratoires scientifiques internationaux. Les premières images du sarcophage et des artefacts n'eurent guère le temps de circuler en ligne que d'éminents égyptologues exprimèrent des points de vue divergents. D'un côté, les partisans de cette découverte sensationnelle qualifièrent rapidement l'inauguration du tombeau de Cléopâtre de découverte la plus marquante du siècle. Ils ont diffusé des communiqués de presse auprès d'importantes universités de Londres, New York et Athènes, ont lancé des invitations à des visites en ligne et ont plaidé pour une refonte immédiate des manuels scolaires concernant le récit historique de l'Égypte hellénistique. Cependant, leurs adversaires ont exigé l'arrêt du projet et les ont accusés de rechercher la reconnaissance. Les critiques ont souligné les incohérences entre les artefacts découverts et les pratiques funéraires royales égyptiennes traditionnelles, ont suggéré que des inscriptions grecques et des chiffres complexes auraient pu être ajoutés ultérieurement et ont insisté sur une inspection impartiale de presque chaque pierre de la tombe. L'École d'archéologie de France a déposé une plainte officielle auprès du ministère égyptien des Antiquités, alléguant un manque de transparence dans les méthodes de fouilles. Actuellement, des représentants de plus d'une douzaine d'ambassades étrangères se réunissent au camp de Taposiri Mania.
des spécialistes américains et britanniques ont installé un laboratoire mobile en plein air pour reproduire les analyses effectuées par leurs homologues égyptiens. Chaque action était documentée par un inspecteur désigné du ministère, tandis que des gardes armés patrouillaient en permanence à l'entrée du temple. Les signalements de tentatives d'intrusion sur le site de la découverte étaient fréquents, des individus tentaient de franchir des barrières temporaires, de survoler le camp avec des drones et même d'infiltrer l'équipe sous de faux prétextes d'étudiants. Sur les réseaux sociaux, deux factions opposées ont rapidement émergé. Certains ont avancé avec véhémence que la femme retrouvée était Cléopâtre elle-même, comparant côte à côte des artefacts avec des pièces de monnaie de l'époque hellénistique, soulignant les similitudes entre les portraits. Les critiques contestèrent ces conclusions hâtives, soulignant les incohérences entre les rites funéraires de la dynastie ptolémaïque et les découvertes dans les temples, tout en rappelant les fraudes archéologiques notoires du siècle dernier. Ces désaccords donnèrent lieu à des conflits internes au sein de l'équipe d'expédition. Certains chercheurs refusèrent de signer les rapports officiels jusqu'à l'obtention de données issues non seulement de tests ADN, mais aussi d'analyses distinctes de la composition chimique de l'or et des pigments des fresques. Le directeur du laboratoire international de Zurich insista pour que tous les échantillons soient rapidement envoyés à 4 laboratoires d'analyse distincts. Simultanément, des experts londoniens exigèrent un compte-rendu complet du processus d'ouverture des sarcophages en vue de sa publication dans des revues scientifiques de renom. Au même moment, le ministère égyptien des Antiquités publia un décret spécifique. Seuls des experts certifiés étaient autorisés à s'approcher à moins de 3 mètres du sarcophage. Une équipe d'observateurs scientifiques fut mobilisée pour une surveillance continue pendant le déplacement et le catalogage des artefacts. Un membre de la délégation américaine souhaitait participer à toutes les étapes de la documentation photographique, tandis qu'un attaché de presse du gouvernement égyptien insistait pour que des mises à jour quotidiennes sur l'avancement des analyses soient rendues publiques. À la surprise générale, des passionnés d'histoire connus du grand public se joignirent également à ce conflit. Les réalisateurs de documentaires sur Cléopâtre louèrent des hélicoptères pour des prises de vue aériennes du temple, et les chaînes de télévision commanditèrent des séries explorant la vie de la dernière reine d'Égypte à partir de reconstitutions basées sur des artefacts découverts. Chaque émission comportait des appels aux partisans des deux camps. Certains brandissaient avec audace les résultats de leurs analyses, tandis que d'autres faisaient référence à des cas passés d'identifications erronées. Les voix stridentes des fidèles, convaincus de la fonction énigmatique du temple de Taposiri-Mania, étaient particulièrement percutantes. Une horde de pèlerins et de passionnés d'ésotérisme se rassemblait près du camp, affirmant que c'était le lieu où Cléopâtre avait accompli son dernier rituel. Pendant plusieurs nuits consécutives, la sécurité a arrêté les individus qui tentaient de franchir les barrières et d'entrer en contact avec les murs du temple. Dans le monde numérique, les discussions tournaient autour de théories concernant d'anciennes malédictions liées à l'ouverture du tombeau, et évoquaient même des événements mystiques ayant accompagné les chercheurs. Tandis que les autorités scrutaient chaque fragment de la découverte, un groupe de spécialistes techniques examinait si les inscriptions et symboles grecs figurant sur les artefacts étaient authentiques ou inventés. Ils ont utilisé la spectroscopie et des scanners laser, et ont comparé la composition chimique de l'encre aux normes de l'époque hellénistique pour l'analyse. Lorsqu'un chercheur remettait en question l'ancienneté d'un détail, l'information se diffusait rapidement dans les forums spécialisés et les groupes universitaires. Des failles sont apparues au sein même de l'expédition égyptienne, de jeunes archéologues accusant leurs collègues expérimentés de dissimuler les découvertes et d'occulter les aspects controversés. La chef de projet, Catherine Martinez, a procédé publiquement à un inventaire de la collection et a invité un panel d'experts indépendants d'Oxford à vérifier chaque pièce. Cet examen externe a contraint l'équipe à travailler sous une tension constante. Certains spécialistes ont suggéré qu'un débat scientifique légitime ne pouvait avoir lieu dans des conditions de contrôle total et de pression publique. Les résultats préliminaires d'analyse ADN réalisés par un laboratoire londonien suggèrent que les restes découverts portent des marqueurs génétiques typiques de la noblesse hellénistique, mais la confirmation reste à confirmer par la lignée de Cléopâtre. Les critiques affirment que de tels marqueurs pourraient être communs à de nombreuses femmes royales de l'époque. Par conséquent, une réunion scientifique d'urgence a été convoquée au Caire. Les participants ont débattu des détails des fouilles, des résultats des analyses et ont demandé la répétition des tests et l'apport d'experts plus nombreux. D'éminents historiens de Boston, Paris et Berlin ont notamment proposé leur aide pour des études complémentaires en laboratoire. Parallèlement, des sympathisants recueillent des signatures pour des pétitions demandant l'accès du public au temple. Un musée improvisé a été construit à la périphérie du camp, présentant des répliques d'artefacts et des structures funéraires simulées, attirant une foule de touristes et d'habitants. La police est intervenue à plusieurs reprises pour apaiser les conflits entre partisans et adversaires de l'authenticité de la découverte, celle du tombeau de Cléopâtre.
Parallèlement, l'expédition a poursuivi ses investigations scientifiques. Des examens constants de la résine, de l'or et des microcristaux sur des amulettes ont été entrepris, ainsi que des échantillons supplémentaires collectés pour la datation au radiocarbone. D'éminents experts en épigraphie grecque se sont précipités en Égypte pour comparer les inscriptions aux archives rituelles hellénistiques. Tout au long de ce processus, des responsables et des spécialistes indépendants de la sécurité ont veillé à la vigilance. Ainsi, une lutte sans précédent s'est engagée entre les sceptiques orthodoxes, les défenseurs de l'ordre établi et ceux déterminés à révéler la vérité sur Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. La dernière étape restant à franchir était la validation officielle des découvertes et la diffusion des données, susceptibles de réécrire l'histoire du monde antique tout entier. Le jour prévu, une réunion scientifique confidentielle s'est tenue au Caire, exclusivement organisée pour débattre des découvertes stupéfiantes du temple de Taposiri-Mania. Au matin, le bâtiment du ministère des Antiquités était presque submergé par les journalistes venus de Londres, New York, Berlin et Tokyo. Dans la salle de conférence, plus de 60 chercheurs spécialisés dans diverses disciplines, de la biologie moléculaire à la linguistique grecque et copte ancienne, étaient réunis. Le ministre égyptien a commencé la réunion en présentant les résultats des fouilles de manière séquentielle, un décryptage complet des gravures murales et des artefacts, un examen chimique de l'or et des résines, des analyses indépendantes des ossements en laboratoire et des rapports détaillés sur chaque échantillon prélevé. Immédiatement après la présentation de Catherine Martinez, chef de l'expédition archéologique, des documents ont été distribués aux délégations et des images d'artefacts ont été projetées sur grand écran dans le hall. Par la suite, des représentants du laboratoire suisse effectuant des tests génétiques ont présenté des images de fragments d'ADN, les ont comparées à celles de momies du musée d'Alexandrie et ont démontré de manière convaincante une correspondance selon la lignée de l'aplogroupe maternel. Ensuite, un spécialiste des chiffres hellénistiques de Thessalonique a démontré comment les inscriptions et le sceau du papyrus pouvaient être déchiffrés grâce à la méthode de l'échiquier, une méthode exclusive à la correspondance ptolémaïque. Les présentations se sont poursuivies sans interruption. Après la présentation de Catherine Martinez, chef de l'expédition archéologique, des documents ont été distribués aux délégués et des images d'artefacts ont été projetées sur un grand écran dans la salle. Ensuite, des représentants du laboratoire suisse effectuant des tests génétiques ont systématiquement présenté des images de fragments d'ADN, les ont comparées à celles de momies du musée d'Alexandrie et ont démontré de manière convaincante une correspondance selon la lignée de l'aplogroupe maternel. Ensuite, un spécialiste des chiffres hellénistiques de Thessalonique, âgé de 15 ans, s'est levé pour déchiffrer les inscriptions et le sceau du papyrus grâce à la méthode de l'échiquier, une méthode propre à la correspondance ptolémaïque. Les présentations se sont poursuivies presque sans interruption. Après la présentation de Catherine Martinez, chef de l'expédition archéologique, des documents ont été distribués aux délégués et des images d'artefacts ont été projetées sur grand écran dans la salle. Les présentations suivantes ont montré des images de fragments d'ADN provenant du laboratoire suisse responsable des tests génétiques, les comparant à celles de momies du musée d'Alexandrie afin de démontrer une correspondance d'aplogroupe maternel. Ensuite, un spécialiste des chiffres hellénistiques de Thessalonique, âgé de 18 ans, s'est levé et a montré comment les inscriptions sur papyrus et le sceau pouvaient être déchiffrées grâce à la méthode de l'échiquier, une méthode propre à la correspondance ptolémaïque. Les présentations se sont poursuivies sans interruption significative. Après la présentation de Catherine Martinez, chef de l'expédition archéologique, des documents ont été distribués aux délégués et des images d'artefacts ont été projetées sur un grand écran dans la salle. Ensuite, des représentants du laboratoire suisse effectuant des tests génétiques ont présenté des images de fragments d'ADN, les ont comparées à celles de momies du musée d'Alexandrie et ont démontré de manière convaincante une correspondance selon la lignée de l'aplogroupe maternel. Ensuite, un spécialiste des chiffres hellénistiques de Thessalonique, âgé, s'est levé pour déchiffrer les inscriptions et le sceau du papyrus grâce à la méthode de l'échiquier, une méthode exclusive à la correspondance ptolémaïque. Les présentations se sont poursuivies presque sans interruption. Des experts londoniens ont identifié une composition similaire de lapis-lazuli doré, retrouvée dans des bijoux mis au jour au palais de Cléopâtre à Alexandrie. Des spécialistes américains de la datation au radiocarbone ont déduit l'âge de coffrets en bois et de fragments de papyrus, indiquant une création datant de l'époque ptolémaïque. La salle bourdonnait d'arguments scientifiques. Un archéologue français préconisait de réanalyser chaque échantillon, tandis qu'un chimiste égyptien soulignait la composition unique de la résine trouvée sur le sarcophage. Au milieu de ce débat au sein du ministère, les travaux sur le site de fouilles n'ont jamais cessé. De grandes tentes ont continué d'être utilisées pour emballer et préserver les artefacts,
et des représentants de la Commission internationale ont catalogué et photographié chaque relique. Un laboratoire mobile était installé dans les cours intérieures, envoyant des tables d'analyse mises à jour toutes les 2 heures. Au-dessus de chaque caisse remplie d'or ou de pierres précieuses, une étiquette affichait un code QR, redirigeant vers une base de données numériques spécialement conçue pour cette découverte. Simultanément, le service de presse du ministère égyptien des Antiquités a publié un communiqué officiel. La tombe découverte dans le temple de Taposiri Mania a été identifiée comme l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de ces dernières années et comprend des artefacts directement liés à la dernière reine de la dynastie ptolémaïque. L'annonce a été rapidement reprise par les médias et d'éminentes publications scientifiques. Le lendemain, de grandes universités européennes et américaines ont annoncé de nouveaux projets de recherche axés sur l'époque hellénistique, tandis que la Smithsonian Institution et le British Museum ont commencé à planifier des expositions thématiques présentant des répliques des artefacts. Dès que la découverte a été rendue publique, le ministère a mis en place un système de sécurité unique pour le site. Le temple de Taposiri Mania fut entièrement fermé aux visiteurs. Des services spéciaux sécurisèrent toutes les entrées, renforcés par des caméras de surveillance et des alarmes supplémentaires, non seulement dans les locaux, mais aussi le long des routes qui y menaient. Simultanément, la bibliothèque municipale d'Alexandrie grouillait d'étudiants qui passèrent des journées entières à collecter des données sur chaque descendant connu de Cléopâtre, à scruter des images et à décortiquer des textes. Un catalogue en ligne présentant tous les objets du tombeau apparut, proposant des modèles 3D à examiner et à comparer avec des pièces de musée. Dans des laboratoires secrets, les tests ADN se poursuivaient à un rythme soutenu. Des généticiens annoncèrent la création d'un consortium génétique international chargé de comparer méticuleusement les haplotypes extraits avec des échantillons provenant d'autres sépultures royales d'Égypte, de Grèce et de Macédoine. Simultanément, des experts en résine, pigments et or partageaient les formules d'alliages anciens lors de symposiums ouverts afin de minimiser les risques de falsification. Des laboratoires de New York et de Tokyo tentaient indépendamment de reproduire ces analyses sur des rouleaux de réserve, conservés en toute sécurité sous la surveillance de représentants du ministère. Après l'approbation officielle de l'expédition, plusieurs universités et institutions scientifiques lancèrent des concours de bourses et de subventions pour les jeunes spécialistes désireux de travailler sur l'artefact de Cléopâtre. Les chaînes de télévision nationales et les plateformes de streaming lancèrent de nouveaux projets documentaires présentant des reconstitutions d'événements et des animations 3D, permettant à des millions de téléspectateurs d'explorer la vie de la dernière reine d'Égypte sous un angle nouveau. Lors de colloques internationaux, les historiens ont déplacé leur discours au-delà des simples énigmes entourant les sépultures, se penchant désormais sur les interprétations tirées d'inscriptions et de codes dévoilés. La révélation de textes codés exclusifs a suscité de nouvelles spéculations sur le langage clandestin des élites de la dynastie hellénistique, tandis que les artefacts découverts ont provoqué une réévaluation des croyances établies concernant les pratiques funéraires en vigueur à l'époque de Cléopâtre. Les anciennes théories tombent peu à peu dans l'oubli. Aujourd'hui, la communauté universitaire travaille sur la base de conclusions incontestables, corroborées simultanément par de nombreux laboratoires indépendants et groupes d'experts. Suite à la récente déclaration de l'expédition annonçant l'achèvement de la phase préliminaire d'études, le ministère égyptien des Antiquités a organisé une visite pour les délégués de l'UNESCO afin d'illustrer la méthodologie employée pour examiner et préserver cet artefact unique. Chaque action a été filmée par des caméras de haute qualité. Les archives historiques regorgeaient d'innombrables heures de vidéos et de téraoctets de données, inaugurant une nouvelle ère pour l'archéologie. La découverte de Taposiri Mania marqua un tournant pour l'égyptologie, car la véracité de Cléopâtre résonna dans toutes les langues du monde, corroborée par des recherches scientifiques. Les archéologues reprirent l'exploration des énigmes antiques, mais l'ensemble du monde scientifique et culturel porta un regard neuf sur les temples égyptiens, conscient qu'une révélation stupéfiante pourrait rapidement bouleverser tous les récits sur la dernière reine d'Égypte des 2 derniers millénaires.